Le 25 mai 2025, Accra a été témoin de l'une des plus grandes marches de solidarité panafricaine de l'histoire moderne. Mais qu'est-ce qui a rendu cette marche si puissante? Et pourquoi des milliers de personnes scandaient le nom de Traoré? Découvrons-le. Le soleil s'est levé doucement sur Accra, le 25 mai 2025. Mais à midi, le rythme cardiaque de la ville avait changé. Quelque chose dans l'air était différent. Pas seulement humide ou électrique, mais chargé d'expectatives. À midi, les rues, habituellement bondées de voitures et de navetteurs, étaient pleines de monde. Mais il ne s'agissait pas de navetteurs. Ceux-ci étaient porteurs d'un message. De toutes les directions, ils venaient, à pied, à vélo, dans des camionnettes bondées, certains même pieds nus. Ce qui les unissait n'était pas les vêtements ou la classe, mais la cause. Et cette cause n'avait pas de frontières. Ce qui a commencé au monument de l'unité africaine, une structure longtemps considérée comme purement cérémonielle et souvent négligée, s'est rapidement transformée en une mer de convictions humaines. De là, la foule s'est dirigée vers la place Black Star, symbole emblématique de l'indépendance du Ghana, comme si elle retraçait les pas des géants. Ce n'était pas un événement national. Ce n'était même pas une manifestation. C'était une déclaration. Elle ne nécessitait ni permis, ni sponsor, ni scène. Elle était faite de voix, de corps, de rythme et de mémoire. Les tambours n'étaient pas officiels. Ils venaient des quartiers. Les chants n'ont pas été imprimés. Ils vivaient. Les gens portaient des pancartes manuscrites. L'Afrique est pour les Africains. Nous ne sommes pas vos colonies. Un continent, un destin. Mais peut-être plus frappant que les mots, étaient les visages, en larmes, fiers, concentrés. Les grands-mères marchaient avec leurs petits-fils. Les réfugiés marchaient avec des professeurs. Commerçants, étudiants, mécaniciens et artistes marchaient comme s'ils se dirigeaient, non pas vers une place, mais vers une nouvelle histoire. Ce qui a le plus frappé les observateurs, c'est la composition de la foule. Il n'y avait pas que des Ghanéens, mais aussi des Nigérians, des Maliens, des Burkinabés, des Soudanais, des Éthiopiens, des Togolais, des Congolais. L'Afrique s'est montrée à elle-même. Les langues se sont mélangées, les drapeaux ont été échangés, et, en quelques instants, des inconnus se sont serrés la main comme des parents perdus de vue depuis longtemps. Certains portaient des cartes du continent dessinées d'une seule pièce, sans frontières. Cette image à elle seule, la carte sans frontières, résumait l'émotion de la journée. Il n'y avait pas d'organisateur central, et pourtant la coordination était sans faille. Des discours ont émergé, mais aucun n'a pris le dessus. Les dirigeants des mouvements civils ont pris la parole, mais personne n'a revendiqué d'autorité. C'était comme si la marche elle-même était le chef de file, et le message passait comme une torche, se déplaçant d'un groupe à l'autre sans interruption. Une observatrice, une femme âgée originaire de Guinée, a murmuré à un journaliste. « Je pensais mourir avant de revoir ça. Mais aujourd'hui, nous marchons comme nos ancêtres. C'est l'Afrique pour laquelle j'ai prié. » Il n'y avait pas de politiciens, et c'était là tout l'intérêt. En refusant de politiser le moment, le peuple s'est réapproprié la rue, non pas pour un parti ou un pouvoir, mais pour un objectif. Même la police ghanéenne, habituellement stricte en matière de contrôle des foules, s'est tenue à l'écart. Certains agents hochèrent même la tête respectueusement, en silence, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une menace. C'était un réveil. À mesure que la marche se rapprochait de la place de l'Étoile Noire, le volume augmentait mais la profondeur aussi. Ce n'était pas seulement une démonstration de force ou de nombre, mais une démonstration de mémoire. Un rappel que les chaînes du passé, bien que desserrées, n'avaient jamais été complètement brisées. Et cette marche n'était pas une demande de liberté. Elle déclarait que la laisse avait cédé. Certains participants sont venus avec rien d'autre que leur voix. D'autres sont venus avec des instruments de musique, des mégaphones, et même de petits enfants perchés sur leurs épaules, les yeux écarquillés d'admiration. La place, lorsqu'elle apparut enfin, ressemblait à un phare presque sacré, à ce moment-là. Le monument de l'Étoile Noire, habituellement stoïque et silencieux, se dressait désormais entouré de ceux pour qui il avait été construit. Et pourtant, malgré toute cette énergie, il y avait un sentiment étrange et inexprimé dans l'air. Ce n'était pas une célébration, mais une urgence. Comme si cette marche ne se résumait pas seulement à cette journée, mais à ce qui allait suivre. Les gens ne marchaient pas simplement vers quelque chose. Ils s'éloignaient aussi de quelque chose, de la peur, du silence, de la recherche de permission, de l'idée même que l'Afrique a besoin d'être validée par les normes de quelqu'un d'autre. Et cette urgence a fait naître une question dans le cœur de chaque personne présente. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette année? Pourquoi cette marche? Pourquoi ce leader? Qu'est-ce qui a changé dans l'esprit africain pour que ce moment éclate? Non pas en rébellion, mais en revendication. Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à l'homme dont le nom résonne sur les lèvres de tout le continent. Un homme qui, bien qu'absent physiquement ce jour-là, était ressenti par tous. Non pas à cause de ce qu'il contrôle, mais à cause de ce qu'il représente.
Voici un rappel, aimez et partagez cette vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons. Désormais, chaque mouvement a une étincelle. Parfois, c'est un slogan. Parfois, c'est un incident. Mais dans ce cas, l'étincelle était un homme. Un homme qui n'a pas fait campagne, n'a pas cherché la gloire, et n'a pas participé à la marche organisée en son nom. Son nom est le capitaine Ibrahim Traoré. Et à travers l'Afrique, ce nom devient plus qu'un simple nom, c'est un signal. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas l'un des dizaines de présidents, de figures de l'opposition ou de diplomates qui parlent de panafricanisme depuis des décennies? Comment se fait-il qu'un capitaine militaire du Burkina Faso, un pays qui n'est pas connu pour sa domination régionale, soit devenu le paratonnerre de la frustration, de l'espoir et de la révolte d'un continent? La réponse réside dans deux forces puissantes, l'authenticité et la rupture. L'ascension de Traoré n'est pas le fruit d'une campagne électorale orchestrée, avec des jingles accrocheurs et des donateurs étrangers. Elle vient d'une rupture. Une rupture avec le système que l'Afrique a trop longtemps toléré en silence. Un système dans lequel les dirigeants sont confortablement installés dans des palais, pendant que leur peuple vit sous la menace des drones. Un système dans lequel les ressources naturelles quittent le continent plus vite que les ambulances n'arrivent dans les villages. Un système où l'approbation occidentale est discrètement perçue comme plus précieuse que la dignité africaine. Et puis, Traoré est arrivé. Pas de diplôme de Harvard. Pas de relations diplomatiques avec la France. Pas de résidence offshore. Juste un jeune officier qui a franchi les lignes rouges, et ce faisant, est entré dans l'histoire. Ce qui rend Ibrahim Traoré exceptionnel, ce n'est pas seulement son rejet de l'influence étrangère, d'autres l'ont déjà fait. Ce qui le distingue, c'est qu'il a agi en conséquence. En quelques mois, il a expulsé les troupes françaises, pris le contrôle des exportations d'or, refusé les programmes du FMI, donné la priorité à la production alimentaire locale, aligné l'avenir du Burkina Faso non pas sur les donateurs occidentaux, mais sur son sol et son peuple. Et ce n'était pas seulement ce qu'il faisait, mais la manière dont il le faisait, avec une clarté absolue. Lorsqu'on lui a demandé si le Burkina Faso craignait l'isolement, Traoré a répondu que l'isolement dû à la dépendance n'était pas une punition, mais une liberté. Cette phrase n'a pas seulement résonné à Ouagadougou. Elle a voyagé jusqu'à Nairobi, Lagos, Bamako, Kinshasa. Et le 25 mai, elle a résonné à travers Accra comme un tonnerre sous le soleil. Pour de nombreux Africains, en particulier les jeunes, Ibrahim Traoré est le premier dirigeant de mémoire récente à incarner ce qu'ils imaginent être la liberté. Ni bureaucratique, ni prudent, mais audacieux, fidèle à ses principes, et résolument africain. Ses discours ne suivent pas une chorégraphie diplomatique. Il tranche à travers le bruit. Quand il parle, on n'entend pas de politique. On entend la douleur, la vision, et le refus. La douleur d'un passé de pillage. La vision d'une Afrique où être africain n'est pas un désavantage. Et le refus de laisser cette vision être négociée dans des salles de conseil climatisées. Mais le timing est primordial. Traoré n'est pas né dans le vide. Il est apparu à un moment où l'Afrique en avait assez. Assez de voir ses dirigeants serrer la main de ceux qui ont pillé leurs ancêtres. Assez de voir les ressources du continent enrichir des banques étrangères pendant que les écoles s'effondrent. Assez des discours polis sur l'unité pendant que la jeunesse se noie dans la Méditerranée à la recherche d'opportunités. Ce moment attendait quelqu'un. Et Traoré y est entré non pas avec des promesses, mais avec une posture. Il n'a pas promis que l'Afrique serait riche demain. Il a promis que le Burkina Faso ne serait plus soumis aujourd'hui. Cette distinction est essentielle. De nombreux dirigeants ont promis la richesse. Rares sont ceux qui ont choisi la dignité, même entourés de pauvreté. En choisissant la dignité, Traoré est d'abord devenu un exemple non pas de perfection, mais de possibilité. Et c'est cette possibilité qui a attiré les gens dans les rues d'Accra. Il n'était pas là physiquement, mais sa décision de se tenir seul au Burkina Faso a donné à d'autres le courage de se rassembler au-delà des frontières. Il ne s'agissait pas de le vénérer comme un sauveur. Son nom n'était pas scandé comme dans un culte. Il était scandé comme un repère, un rappel vivant, oui, il est possible de défier le monde, et de ne pas s'effondrer. Et maintenant, ce repère commun fait ce qu'aucune résolution ni sommet de l'Union africaine n'a pu accomplir, connecter émotionnellement les peuples au-delà des frontières. Mais pourquoi le Ghana? Pourquoi cette éruption continentale a-t-elle été centrée à Accra, parmi tous les lieux possibles? Pour y répondre, il faut revenir à un nom murmuré tout au long de la marche, même s'il n'apparaissait sur aucune pancarte, Kwame Nkrumah. Lorsque des milliers de personnes ont défilé à Accra le 25 mai 2025, elles ne se sont pas simplement dirigées vers une place. Elles sont entrées dans un souvenir. Un souvenir enfoui sous des décennies de silence, de compromis, d'oubli progressif. C'était la mémoire de Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, et véritable pionnier du panafricanisme moderne.
Et bien que sa statue n'ait pas parlé ce jour-là, son silence rugissait. Pour comprendre pourquoi Accra est devenu le point zéro de ce mouvement, il faut remonter non pas à des semaines, mais à des décennies. À une époque où le Ghana n'était pas seulement un pays, mais un concept, un symbole vivant de ce que l'Afrique postcoloniale pouvait devenir si elle osait rêver au-delà de ses frontières. En 1957, lorsque le Ghana obtint son indépendance de la domination britannique, il devint le premier pays d'Afrique subsaharienne à accéder à la souveraineté. Et Nkrumah déclara que la liberté du Ghana n'avait de sens que si elle menait à la libération de toute l'Afrique. Ce n'était pas une phrase symbolique. C'était un engagement. Il invita des révolutionnaires de tout le continent, finança des luttes anticoloniales en Guinée, au Congo, en Algérie et au-delà. Il rêvait d'un continent uni des États-Unis d'Afrique, avec une armée commune, des ressources partagées, et une voix unifiée sur la scène mondiale. Mais ce rêve fut brisé par la guerre froide, les coups d'État militaires et la montée de la dépendance à l'aide étrangère. Le Ghana, comme d'autres nations, troqua peu à peu son feu révolutionnaire contre une stabilité économique fragile, adossée aux partenariats occidentaux. Nkrumah fut renversé en 1966, ironiquement avec l'aide de puissances extérieures inquiètes de ce qu'un continent uni aurait signifié pour l'ordre mondial. Depuis, le Ghana a avancé ou du moins a fait semblant. Les gouvernements ont changé, les politiques ont fluctué, les ambassades étrangères se sont multipliées. Et peu à peu, le rêve que Nkrumah criait sur les tribunes s'est transformé en chapitre poussiéreux des manuels scolaires. Jusqu'à cette marche. En cette journée de l'Afrique 2025, Nkrumah n'a pas seulement été commémoré, il a été ressuscité. Pas lors d'une cérémonie officielle. Pas dans un discours d'État. Mais dans les pas du peuple, qui a choisi Accra comme lieu pour réélever la voix de l'unité africaine. Aucun gouvernement n'a déclaré ce jour comme une journée dédiée à Nkrumah. Aucun politicien n'a dirigé la foule. Mais l'esprit de l'événement, farouchement indépendant et résolument panafricain, aurait pu être écrit de sa main. Les banderoles ne portaient pas son nom. Elle n'en avait pas besoin. Chaque pas vers la place Black Star, site qu'il a lui-même imaginé, était un hommage vivant. La célèbre arche de la place, surmontée de l'étoile noire solitaire, surplombait la foule comme une vieille sentinelle, retrouvant enfin sa raison d'être. Et ce qui rend cette renaissance plus puissante encore, c'est qu'elle ne vient pas de l'État, mais de la rue. Des jeunes, dont beaucoup sont nés bien après la mort de Nkrumah, invoquent aujourd'hui sa vision dans un langage contemporain. Et l'indépendance de l'aide étrangère. Expulsion des bases militaires étrangères. Coopération économique panafricaine. Rupture radicale avec l'ingérence néocoloniale. Un jeune orateur, ce jour-là, a dit quelque chose qui a marqué les esprits. Nous ne sommes pas les enfants de Nkrumah. Nous sommes sa phrase inachevée. Et cette phrase a retenti comme une prophétie. Car si le Ghana était le point de départ de la phrase, alors le Burkina Faso pourrait bien en être la ponctuation, la preuve que le rêve n'était pas mort, mais simplement en attente. Le symbolisme était profond. Le monument de l'unité africaine, point de départ de la marche, est un site souvent négligé, calme. Et pourtant, c'est exactement là que Kwame Nkrumah avait imaginé un jour construire le siège d'une future union continentale. Ce rêve ne s'est jamais matérialisé. L'Union africaine s'est finalement installée à Addis Abeba, dans un siège financé en grande partie par des investissements chinois. Mais ce jour-là, le peuple a ramené le rêve de Nkrumah à son origine. Et cette fois, ce n'étaient pas des chefs d'État qui parlaient d'unité. C'étaient les Africains eux-mêmes qui la vivaient. Même la musique témoignait de ce retour aux sources. Les hymnes révolutionnaires de Fela Kuti, les chants de lutte de Myriam Makeba, les mélodies locales de l'époque de l'indépendance au Ghana. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était un pont entre hier et aujourd'hui. Ce n'était pas une reconstitution. C'était une continuation. Et cette continuation soulève une question essentielle. Si les peuples sont prêts pour l'unité panafricaine, pourquoi leurs gouvernements ne suivent-ils pas? La réponse se trouve dans ce que de nombreux chants et pancartes visaient ce jour-là. Le contrôle étranger. L'héritage de la colonisation n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. Pour comprendre pourquoi l'unité africaine reste fragile, il faut regarder au-delà des symboles et affronter une vérité inconfortable. Qui détient vraiment le pouvoir sur le sol africain? Quand la foule atteignit la place de l'Étoile Noire, ce n'était plus une marche. C'était une déclaration. Une déclaration non pas adressée à un président ou à une institution particulière, mais au monde entier, qui continue de voir l'Afrique comme une terre à gérer, à extraire, à plaindre. Le message était clair, tonitruant, même dans le silence. L'Afrique en a assez de demander. Les slogans n'étaient pas diplomatiques. Ils étaient bruts. Contre les bases militaires. Contre les accords commerciaux déséquilibrés. Contre la logique même de l'aide imposée. L'Afrique n'est pas un terrain de jeu. Nous sommes propriétaires de notre terre, pas vos sociétés. Il ne s'agissait pas seulement d'expression de colère. C'était un acte d'accusation politique.
Un continent s'est levé et a regardé ses anciens maîtres dans les yeux. Et les cibles n'étaient pas imaginaires. Il existe plus de 40 bases militaires étrangères en Afrique, souvent implantées par des pays qui l'ont colonisée. Des bases françaises au Sahel, des drones américains à Djibouti, jusqu'à des postes secrets en Afrique centrale. Ces installations sont des cicatrices sur la carte, rarement votées, rarement souhaitées, et jamais neutres. Les marcheurs d'Accra le savaient. Certains vivaient près de ces bases. D'autres avaient observé leur étrange proximité avec des insurrections qui ne se terminent jamais. Tous avaient vu comment les richesses partaient, tandis que les soins, l'éducation et l'emploi restaient en panne. Les pancartes dénonçaient aussi l'économie. Les banques, les accords commerciaux, les programmes d'aide qui étouffent plus qu'ils n'aident. Nos minéraux, nos règles. Si l'aide fait de nous des mendiants, nous grandirons sans elle. Ce n'était pas de l'idéalisme. C'était une stratégie de survie. Depuis des années, on répète à l'Afrique que le développement nécessite des IDE, investissements directs étrangers, des partenariats multinationaux, des infrastructures à crédit. Mais où mènent ces routes? Aux mines, pas au marché. Les hôpitaux restent vides. Les jeunes chôment. Les villages sont noyés sous les eaux de ruissellement minier, pendant que leur sang vole vers l'Europe. Et chaque fois qu'un dirigeant africain ose dire non, comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, ou aujourd'hui Ibrahim Traoré, on le qualifie de radical, de militant, de menace à la stabilité. Mais cette stabilité n'est souvent qu'un nom de code pour le maintien du contrôle étranger. Ce que la marche a exprimé n'était ni naïf, ni rageux. Ce n'était pas une requête. C'était un rejet. Pas seulement anti-impérial. Post-impérial. Aucune excuse n'a été demandée à l'Occident. L'Afrique s'est plutôt demandé pourquoi elle en avait eu besoin aussi longtemps. Ce message était plus puissant que tous les discours des sommets de l'Union africaine. Parce qu'il venait du peuple. Pas de caméra. Pas d'argent. Rien à vendre. Seulement une conviction. Parmi les pancartes, il y avait aussi des histoires. Une femme du Niger, silencieuse, tenait un seul portrait, celui de son frère, un agriculteur tué dans un raid antiterroriste, mené avec l'aide de conseillers étrangers. Aucune presse n'est venue. Aucune justice. Mais sur cette place, elle avait enfin un public. D'autres ont parlé de forêt rasée pour exporter vers l'Europe. Et écoles fermées pour rembourser des dettes. Terres spoliées par des contrats rédigés à Paris ou à Washington. Et ce que le monde ne semble pas vouloir voir, c'est que les Africains savent exactement ce qui leur arrive. Ils n'ont juste pas toujours eu la scène pour le dire. Mais à Accra, ils se la sont créée. Ce qui a stupéfié les observateurs, surtout les étrangers, c'est la coordination spontanée de ce sentiment. De Lagos à Kampala, les réseaux sociaux vibraient du même message. L'Afrique n'est pas un cas humanitaire. Nous ne sommes pas votre zone tampon. Nous ne sommes pas votre laboratoire. Et personne n'a attendu une autorisation officielle. C'était ça, le but. Et ce rejet de la permission n'est pas seulement idéologique. Il est pratique. Alors que l'aide diminue, que les marchés mondiaux se ferment, que le climat s'aggrave, l'Afrique est forcée de se réinventer. Pour certains, c'est une source d'inquiétude. Mais pour ceux qui ont marché à Accra, c'est une opportunité. Une opportunité de reconstruire. Non pas en copiant l'Occident, mais en créant autre chose. Ce que Traoré a commencé, gouverner sans peur de l'isolement, est peut-être un tournant. Mais Traoré est-il le premier d'une vague, ou un loup solitaire? Comment transformer cette énergie en un mouvement durable, qui ne peut être ignoré, ni acheté, ni brisé? Dites-le nous dans les commentaires. Que signifie ce moment pour vous? Voulez-vous voir plus de vidéos sur des sujets que peu osent aborder? Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Nous parlons ici de civilisation, de culture noire, d'histoire, de mémoire, de réveil. Merci d'avoir regardé. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez éveillés.